On parle des 100 millions d'habitants congolais, mais les 100 millions d'habitants qui sont venus sur Terre pour ne rien faire, pour être des victimes. Oui, c'est vrai. Et c'est cette question-là que Charles Onana se pose en se disant, mais pourquoi on ne voit pas des photos sur le Congo? Pourquoi on ne voit pas des films sur le Congo? Et comment expliquer qu'il n'y a pas d'images sur les atrocités qui se passent au Congo? Non, moi je pense qu'il y a des images qu'on ne veut pas montrer. Et là, si on veut changer la situation du Congo, les Congolais doivent s'interroger sur leurs propres responsabilités dans ce qui se passe dans leur pays. C'est à partir du moment où ils vont verrouiller le système, ils vont s'arranger pour qu'il n'y ait plus de... En tout cas, s'il y a une forme de responsabilité au niveau intérieur, il sera difficile pour l'étranger ou l'extérieur de pouvoir déstabiliser le Congo comme on le fait facilement avec des complicités à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où les Chinois, les Russes, les Américains, les Européens vont s'unir pour déstabiliser le Congo éternellement et que le Congo, il va rester dans cette histoire-là où les gens ont une idée, voilà, on a un Congo, alors qu'en réalité, le Congo n'existe pas, il n'est pas pour eux. Ben, je ne pense pas qu'ils vont s'unir pour déstabiliser le Congo. Je pense qu'ils vont se positionner au Congo de sorte à se faire peut-être la guerre pour avoir accès ou continuer d'avoir accès aux ressources naturelles. Puisque les Chinois sont déjà là, les Russes sont en train de se positionner, les États-Unis veulent chasser les Chinois du Congo, les Européens ne sont pas contents de voir les dirigeants congolais fricoter avec les Chinois et les Russes. Mesdames, Messieurs, bienvenue chez Mohamed International Network dans la grande interview. La grande interview ici à Paris, en France, avec Patrick Mbeko. Patrick Mbeko, il n'est plus à présenter, il est écrivain. Et il habite au Canada et en réalité, il habite partout. Monsieur Patrick Mbeko, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la grande interview. Mais vous êtes à Paris, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes partout? Ça dépend des activités, mais je vis au Canada. Vous vivez au Canada? Je vois souvent, c'est vrai, je me retrouve un peu partout. Je suis un citoyen du monde, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Qui réside au Canada. Vous êtes citoyen du monde, vous êtes d'origine congolaise, c'est ça? Exactement. Et la dernière fois que vous avez été au Congo, c'est quand? Oh, ça remonte à 2009. 2009. Ouais. Et vous y allez demain? Présenter le livre, par exemple, de votre livre. Mais ce n'est pas encore à l'agenda, en tout cas. Ah, ok, d'accord. Monsieur Patrick Mbeko, je suis avec vous ici à Paris. Il y a le livre de Charles Onana qui est sorti, Holocauste au Congo. Vous l'avez déjà lu? Je l'ai lu, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis habitué à lire les livres de Charles Onana, donc pour moi, ce n'est pas une très grande surprise, dans la mesure où je connais la rigueur de l'auteur, de la personne. Avec Charles, on a toujours des surprises dans la mesure où il apporte toujours des éléments nouveaux à toutes ses enquêtes. Ce n'est pas le premier livre sur le Congo. Son premier livre où il parlait du Congo remonte à 2002, je tiens à le rappeler. Il a écrit aussi Ce tueur Tutsi au cœur de la tragédie congolaise, qui est un best-seller. Il y a eu d'autres livres sur le rôle de l'Union européenne dans les questions congolaises. Et donc celui-ci n'est que la suite logique de toutes ces enquêtes. Et on est impressionné par les documents qui sont produits, notamment les archives américaines, qui ont été très peu exploités en ce qui concerne les questions relatives à la RDC. Et vous dites que vous êtes habitué aux écrits de Charles Onana. Exactement. Et c'est-à-dire que vous êtes aussi habitué aux crimes que le Congo connaît. Mais si on est habitué à ces genres de crimes, qu'est-ce que ça fait avec vous? Est-ce qu'on doit s'habituer d'ailleurs? Non, on ne s'habitue pas aux crimes, j'allais dire. Je suis habitué aux travaux de Charles Onana parce que ce n'est pas son premier livre. Et je connais Charles très bien parce que nous collaborons souvent, nous sommes souvent en contact. Et je dis simplement qu'il a beaucoup écrit sur le Congo et à chaque fois il nous surprend. Bien sûr, bien sûr. Nouveaux. Maintenant, pour ce qui est des crimes, s'agissant des crimes, on ne s'y habitue pas. Parce qu'en lisant Charles Onana, en vous lisant vous-même, déjà,
vous lisez des crimes. C'est ce que... Oui. Et c'est ce que ça fait avec vous. Est-ce qu'on doit s'habituer? Parce que vous, je vais dire à travers vous, tout le peuple congolais. Oui, mais c'est vrai que la RDC connaît une situation assez catastrophique, elle est désastreuse. D'où d'ailleurs le titre du livre Holocauste, parce que c'est de ça qu'il s'agit véritablement. Et même si ça dure depuis plus de 25 ans, on ne s'y habitue pas. On est toujours choqué par la nature des crimes qui sont commis en RDC. Les viols des femmes, ce ne sont pas des choses auxquelles on s'y habitue. On aimerait qu'elles prennent fin, toutes ces choses-là. On aimerait qu'elles prennent fin. Et donc, tant qu'elles ne prendront pas fin, il faut qu'il y ait des gens qui puissent éclairer la lanterne de, pas seulement des Congolais, mais de la communauté internationale sur la réalité de ce qui se passe là-bas. Et donc, c'est ce que Charles fait, c'est ce que moi aussi j'ai fait dans mes ouvrages sur le Congo, sur la région des Grands Lacs. Mais on ne peut pas s'habituer aux crimes qui se commettent dans cette région-là. Personne ne peut s'habituer à des crimes quelconques de toute façon. Et le viol, vous savez qu'il y a un moment donné, on a parlé du Congo, de la capitale internationale du viol. J'ai été plusieurs fois avec le docteur Mukwege, je l'ai visité même en Panzi, dans son hôpital. Il a été plusieurs fois avec moi ici dans des débats. Mais il a un langage fort, clair. Et là où il dit, mais écoutez, vous me donnez tous les prix du monde, mais il y a la paix à faire. Pourquoi cette paix-là ne vient pas? Mais on trouve une partie de la réponse, et une bonne partie de la réponse dans le livre de Charles, ou même dans les livres que j'ai écrits ou que j'ai coécrits, par exemple avec M. Noreng Manda. Il y a des implications importantes, il y a beaucoup d'intérêts en jeu qui permettent de comprendre non seulement l'indifférence face au crime, mais aussi ce que Charles appelle l'omerta de la communauté internationale. Parce que il n'est pas normal qu'on fasse, il n'est pas normal qu'on fasse du bruit sur des questions parfois où se commettent des exactions parfois de moindre envergure que ceux que l'on observe en RDC. En RDC, on se tait. Et là où vous parlez, vous voulez parler de l'Ukraine, par exemple. Mais si on prend le cas de l'Ukraine, oui. La mobilisation qu'il y a eu autour de l'Ukraine, où c'est vrai, une personne qui est morte ou qui est tuée, c'est une personne de trop, il faut le dire. Mais on ne peut pas comparer, jusqu'à preuve du contraire, la nature des crimes qui sont commis en RDC, l'envergure, l'énormité de ce qui se passe en RDC à ce qu'on voit en Ukraine, ou en Ukraine, pardon, ailleurs. Mais dans le cas du Congo, on se tait. Alors pourquoi? Parce que vous avez des entreprises, vous avez des grandes puissances qui sont impliquées à travers des États locaux, les États comme le Rwanda ou l'Ouganda. Donc tout ça permet de comprendre ce mythisme-là dont parle Charles dans son livre. Donc parce que si vous grattez pour comprendre ce qui se passe, vous voyez un tel niveau d'implication qui fait que, à un moment donné, on comprend. Soit il y a le silence des médias, ou alors on en parle, mais de manière tronquée, parce que l'omerta, ce n'est pas seulement le silence autour des crimes, mais parfois on en parle, mais de quelle manière? Et quand on parle de ces crimes-là de manière tronquée, d'une certaine manière, c'est comme si on ne parlait pas. Et c'est cette question-là que Charles Onana se pose en se disant, mais pourquoi on ne voit pas des photos sur le Congo? Pourquoi on ne voit pas des films sur le Congo? Et comment expliquer qu'il n'y a pas d'image sur les atrocités qui se passent au Congo? Non, moi je pense qu'il y a des images mais qu'on ne veut pas montrer. Et quand vous dites on ne veut pas montrer, c'est qui est ce on? Mais vous avez ce que moi j'appelle le cartel médiatique. Le cartel médiatique. Et puis vous avez aussi dans cette histoire des Grands Lacs et particulièrement du Congo, une forme de gêne qu'on observe de la part de certains faiseurs d'opinion, que ce soit des universitaires ou même de certains journalistes, surtout en Occident, parce que poser sur la table de l'histoire la réalité des crimes qui sont commis au Congo revient à questionner les responsabilités et par extension, par ricochet, certaines personnes qu'on n'aimerait pas pointer du doigt parce qu'ils ils jouissent d'un préjugé favorable auprès de ces mêmes médias, de ces mêmes universitaires, de ces mêmes ONG ou même de ces mêmes puissances. Vous savez, ce sont les mêmes ONG internationales qui en même temps financent le brassage, le mixage, qui financent les élections, ainsi de suite. Mais les Congolais dans tout ça, est-ce que nous devons suivre tous ces gens-là comme si c'était des animaux qu'on amenait à l'abattoir et on ne fait rien? On parle des 100 millions d'habitants congolais, mais les 100 millions d'habitants qui sont venus sur Terre pour ne rien faire, pour être des victimes. Oui, c'est vrai, si on peut pointer du doigt la responsabilité, les responsabilités de ce qu'on appelle la communauté internationale ou de certains pays africains,
et en l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda, on doit aussi avoir le courage de se regarder en tant que Congolais Bien sûr. pour voir à quel niveau se situe notre propre responsabilité. Et il se situe à quel niveau? Mais moi, je pense que Monsieur la Patrick responsabilité Mbeko, des autorités congolaises, et même de Congolais de manière générale, est très, très engagée. Charles le relève dans le livre, moi je le relève aussi dans la plupart de mes ouvrages, et même dans mes écrits, pour dire que, vous savez, le ver qui ronge le fruit, se trouve à l'intérieur. Il est toujours dans le fruit, oui. Et donc, les implications étrangères bénéficient des mains congolaises pour pouvoir atteindre des objectifs inavouables. Donc, à partir de là, on ne peut pas faire semblant ou faire fi de cette responsabilité congolaise-là parce que les autorités congolaises, quand vous analysez l'histoire récente du Congo, de la crise congolaise, vous vous rendez compte de la responsabilité congolaise à tous les niveaux, que ce soit pendant la guerre d'agression, pendant les processus, ce qu'on a appelé le processus de paix de Sun City, où les Congolais ont joué le jeu des gens qui avaient des velléités à l'égard de leur pays. Par la suite, pendant les élections qu'on a appelées entre guillemets démocratiques en 2006, en 2011, en 2018, voilà. À ce jour encore, on a des responsabilités congolaises. Il y a une responsabilité congolaise, pardon, qui est engagée. Donc on ne peut pas faire fi de cette réalité-là. Si on veut changer la situation du Congo, les Congolais doivent s'interroger sur leurs propres responsabilités dans ce qui se passe dans leur pays. C'est à partir du moment où ils vont verrouiller le système, ils vont s'arranger pour qu'il n'y ait plus de... En tout cas, s'il y a une forme de responsabilité au niveau intérieur, il sera difficile pour l'étranger ou l'extérieur de pouvoir déstabiliser le Congo comme on le fait facilement avec des complicités à l'intérieur du pays. Et c'est ça votre message par rapport aux Congolais? Je le dis toujours et j'insiste sur ça parce que j'ai travaillé quand même assez longuement sur la crise dans la région des Grands Lacs pour voir où se situent les responsabilités et pour comprendre surtout que au niveau congolais, il y a du travail à faire pour empêcher que l'étranger ne puisse profiter des vulnérabilités au niveau intérieur pour déstabiliser ou affaiblir le pays. Mais Patrick Mbeko, nous sommes en 2023. Si on regarde le problème du Congo, on peut dire que voilà, c'est les derniers 30 ans, mais cela ne remonte pas au 1885. Déjà avec le roi Léopold II, roi des Belges, qui entre guillemets, se disait être propriétaire du Congo et que depuis lors, les étrangers sont entrés sur le Congo, ils sont restés au Congo et c'est devenu comme une recette normale que le Congo soit dirigé par procuration, si on veut. Voilà. Mais tout dépend de comment on lit l'histoire. C'est vrai que le poids des événements de 1885 est important, mais il faut relativiser. Moi, par exemple, dans notre livre « Stratégie du chaos », dans le dernier chapitre, nous revenons en 1885 pour comprendre la place du Congo dans le jeu international. Je dis bien pour comprendre la place du Congo dans le jeu, dans l'échiquier mondial. Pourquoi? Parce que quand vous remontez en 1985, vous avez parlé de Léopold II. Léopold II était présenté comme étant le propriétaire du Congo. Ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. En fait, c'était un gestionnaire. Voilà. Il gérait le Congo pour le compte de toutes les grandes puissances européennes et même des États-Unis de l'époque. Tout à fait. Ça vous permet de comprendre la place qu'occupe le Congo dans le jeu mondial, sur l'échiquier international, depuis 1885. C'est-à-dire c'est un pays extrêmement important qui est considéré non pas comme une ancienne colonie belge, mais comme une ancienne colonie ou une colonie actuelle de la communauté dite internationale, en l'occurrence de certaines puissances occidentales. Ça vous permet de comprendre les crises de 1960 avec Lumumba, de 1990 avec le maréchal Mobutu, et plus tard avec M. Exactement, Kabila. parce que à chaque fois qu'il y a eu des crises, il y a eu des implications des grandes puissances, des mêmes puissances. C'est très important qu'on retrouve en 1885. Les Nations Unies déploient la première mission. On a aujourd'hui la MONUSCO, mais on oublie que la première mission des Nations Unies avec les casques bleus au monde, c'était au Congo. C'était l'ONUC en 1960. Et là encore, on retrouve la même configuration, les mêmes jeux d'alliances et d'intérêts, avec les mêmes conséquences. Là, à l'époque, c'était l'assassinat de Lumumba. Mais c'est toute une continuité. Et il y a une continuité. Maintenant, oui. Une fois qu'on a parlé de ça, il faut remettre en perspective pour voir maintenant quel est le rôle joué par les Congolais dans ce jeu des grandes puissances-là. Et qui détient le pouvoir au Congo? Exactement, parce que quand on arrive là, vous retrouvez les Congolais en 60 qui ont joué le jeu des gens qui étaient ennemis de leur pays. On les retrouve dans les années 90, on les retrouve encore aujourd'hui. Alors, qui dirige le Congo? Il y a des gens qui dirigent le Congo, qui jouent
qui ont des rôles, qui ont des responsabilités sur place, mais on se rend compte que leur responsabilité n'est pas assumée, donnant parfois l'impression qu'ils dirigeaient par procuration d'une certaine manière. Maintenant, avec l'échiquier aujourd'hui géopolitique mondial, vont-ils réussir à repositionner le Congo dans ce grand jeu de grande puissance? Quand je parle de grand jeu, c'est une expression qui est beaucoup utilisée en géopolitique pour essayer d'expliquer comment les grandes puissances se positionnent sur des grands enjeux mondiaux. Tout à fait. Exactement. Et donc, comment les autorités congolaises comprennent le monde d'aujourd'hui et comment est-ce qu'ils vont positionner ou repositionner leur pays dans ce grand jeu-là? C'est ça qui est important. Parce que s'ils ne comprennent pas ça, ils continueront à être des... Est-ce que ce n'est pas le travail de l'intellectuel de rappeler cette histoire, de rappeler l'histoire à chaque instant, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au niveau de l'élite politique sur place au Congo? Je pense que c'est ce que j'essaie, moi, de faire humblement. Je pense aussi que c'est ce que fait Charles Nana dans ses bouquins. Moi, je l'ai fait dans mes bouquins, je le fais dans mes écrits pour rappeler que le Congo est un acteur important, qui occupe une place très importante sur le chiquier mondial et qu'il faut en être conscient. Si on n'en est pas conscient, on ne comprendra pas tout ce qui se passe autour de ce pays-là. On ne comprendra pas pourquoi il y a toujours eu des ingérences importantes, tant de la part des Nations Unies que des grands pays occidentaux. Et aujourd'hui, on voit des pays comme la Chine, des pays comme la Russie qui rôdent aussi, pour montrer à quel point ce pays est important. Il appartient aux Congolais de le comprendre. Et bien entendu, en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, en tant qu'écrivain, moi, personnellement, j'essaie d'apporter ma modeste pierre à la compréhension de ces enjeux-là. Est-ce que vous avez dit là que, voilà, il faut lire l'histoire de 1885, mais il ne faut pas en rester là. Mais est-ce que comprendre la place qu'occupe le Congo? Voilà. Est-ce que nous ne sommes pas, en ce moment, étant donné les enjeux géopolitiques du moment, hein, je vais parler de cette guerre entre les États-Unis et la Russie et la Chine en plus, est-ce que vous ne trouvez pas que nous revenons au stade initial même de 1885 et même plus loin de 1960? Nous sommes aujourd'hui à un tournant important. L'Ukraine a été un accélérateur, mais moi j'ai situé ces événements-là. J'ai écrit un livre sur la Libye de Kadhafi et dans ma conclusion, j'ai attiré l'attention des dirigeants africains sur le positionnement du continent par rapport aux enjeux géopolitiques du moment. Ça, je l'expliquais en 2016 dans la conclusion de mon livre sur Kadhafi. Parce que j'avais compris, après la situation en Libye et par la suite, quand j'ai observé ce qui s'est passé en Syrie, j'ai compris qu'on assistait à l'émergence en puissance des blocs, de la logique des blocs. Quand vous prenez le cas de la Syrie, vous allez comprendre qu'il y a eu 20 vétos sino-russes au Conseil de sécurité. 20. Donc on était déjà dans une configuration très compliquée au niveau mondial. Et l'Ukraine est devenue comme un accélérateur. Le conflit en Ukraine a accéléré une dynamique qu'on observait déjà, en tout cas pour ceux qui avaient ce regard-là, pour comprendre ce qui se passait déjà avec la question syrienne. Et aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, les pays africains ne peuvent pas faire semblant de ne pas comprendre le monde d'aujourd'hui. Et particulièrement les dirigeants congolais, parce que vous avez des enjeux, oui, de la guerre, du positionnement des grandes puissances, mais vous avez aussi des enjeux relatifs aux matières stratégiques qui font le monde d'aujourd'hui et qui vont faire le monde de demain. Et le Congo est l'un de ces pays-là, quand vous parlez du cobalt, quand on parle de transition énergétique, toutes ces choses-là, ouais. Il ne faut pas les voir comme étant des questions qui ne méritent pas une attention particulière. Et Charles a aussi relevé ça. C'est-à-dire que ce sont des éléments qu'il faut garder à l'esprit et qu'il faut prendre très au sérieux parce qu'un pays comme le Congo risque d'être déstabilisé de manière profonde si les dirigeants ne prennent pas... Et d'une manière éternelle. Hein. Exactement, si les dirigeants ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Dernière question, M. Patrick Mbeko. Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où les Chinois, les Russes, les Américains, les Européens vont s'unir pour déstabiliser le Congo éternellement et que le Congo... il va rester dans cette histoire-là où les gens ont une idée, voilà, on a un Congo, alors qu'en réalité, le Congo n'existe pas, il n'est pas pour eux. Ben, je ne pense pas qu'ils vont s'unir pour déstabiliser le Congo. Je pense qu'ils vont se positionner au Congo de sorte à se faire peut-être la guerre pour
avoir accès ou continuer d'avoir accès aux ressources naturelles, puisque les Chinois sont déjà là, les Russes sont en train de se positionner, les États-Unis veulent chasser les Chinois du Congo, les Européens ne sont pas contents de voir les dirigeants congolais fricoter avec les Chinois et les Russes. Ce qui va se passer, ça va être la configuration des années 90, mais cette fois, entre d'une part les Occidentaux et d'autre part le duo sino-russe. Parce que dans les années 90, c'était la fin de la guerre froide, donc les États-Unis n'avaient plus d'adversaire du côté de l'Est, mais leur adversaire était devenu la France, qu'ils entendaient déclasser de la région des Grands Lacs. Mais maintenant, avec la configuration actuelle, nous risquons d'assister encore une fois à une forme de rivalité entre grandes puissances qui ne dit pas son nom sur le territoire congolais, avec des Congolais comme spectateurs et victimes. Et ce qui veut dire que le peuple congolais doit être conscient et l'élite congolaise, aussi bien politique qu'intellectuelle, doit être consciente de tous ces enjeux internationaux. C'est un impératif. Merci beaucoup, M. Patrick Mbeko. Merci pour votre temps et pour votre travail que vous faites pour le Congo. Tout le plaisir est pour moi. Mesdames et messieurs, c'était Patrick Mbeko, qui est écrivain congolais et qui a donné son point de vue par rapport à ce qui se passe au Congo et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. C'était Alphonse Mwambi à partir de Paris, ici en France. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Merci.